seemed detached, out of date, even old-fashioned. Then came cyberpunk. Cyberpunk was more than a science fiction writer's fad. It was literature's first real response to the information age. Its concerns were down to earth rather than stuck in space, and it coupled high tech with low life. Cyberpunk, un mot que l'on entend de plus en plus régulièrement depuis quelques temps. Cyberpunk. 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 Cyberpunk 2077. Cyberpunk is all about breaking the mold. Cyberpunk. Cyberpunk flavor. Ready Player One, Ghost in the Shell 2017, Altered Carbon, le futur film de James Cameron Battle Angel Alita, mais aussi Blade Runner 2049, suite inattendue du classique de Ridley Scott sorti dans les salles obscures en 1982. Le terme semble avoir bien ressurgi dans l'industrie du divertissement grand public. Cyberpunk, un mot chargé d'une histoire et d'une mythologie de genre construite au fil de pratiquement 4 décennies. L'époque semble être à la nostalgie, à la culture doudou. Une fringale soudaine en faveur des synthétiseurs, néons aux lumières criardes et bombeurs à patch de plus ou moins bon goût. Le cyberpunk semble lui aussi faire partie intégrante de cette hystérie rétro en faveur des 2 dernières décennies du XXe siècle. Le genre, s'étant démocratisé avec l'apparition de l'ordinateur personnel et éventuellement d'internet, naît ainsi dans la frontière de plus en plus floue entre technologie et humanité, avec pour mission un questionnement sociétal sur la direction qu'est supposée prendre une société ultra-technologique, ainsi que ses répercussions sur des rapports humains déjà largement inégaux. Nous sommes en 2018, soit 1 an avant les événements du premier film Blade Runner. Système de surveillance globalisé, acquis sociaux tronqués, impression 3D, prothèses mécaniques contrôlées par la pensée, fracture sociale, réchauffement climatique, aliénation et perte de repères, amalgamation de plusieurs cultures, recherche en intelligence artificielle. En 36 ans, le monde a continué son ascension technologique de manière exponentielle, si bien que certaines technologies propres à la science-fiction encore dans un passé proche font désormais partie de notre quotidien. En 36 ans, les inégalités sociales ne semblent pas s'estomper, et semblent au contraire se creuser davantage. Le cyber devient de plus en plus cyber, et le punk devient de plus en plus punk. Alors que notre ère rentre doucement dans la chronologie d'un bon nombre d'œuvres cyberpunk, elle semble au même titre afficher de plus en plus de particularités propres au genre. Bientôt 40 ans que le cyberpunk tente de nous avertir, pour un résultat apparemment assez mitigé. Il est alors normal de se poser la question suivante. Le terme cyberpunk a-t-il encore réellement un sens ? Avant toute chose, un léger retour en arrière s'impose. Avant de s'aventurer dans l'avenir ou même le présent du genre, il est primordial de se rappeler d'où il provient. Au fil des années, le terme semble avoir perdu en sens et certaines personnes tentent à oublier la substantifique moelle qui le constitue. Le cyberpunk, association des mots cybernétique et punk, est un genre de la science-fiction très apparenté à la dystopie et à la hard science fiction. Il met souvent en scène un futur proche, avec une société technologiquement avancée, notamment pour les technologies de l'information et de la cybernétique. Voilà comment Wikipédia définit le genre, une définition incomplète, mais nous orientant vers un point important. Cybernétique, du grec kubernetes pour pilote, gouverneur. Le terme a été proposé une première fois par André-Marie Ampère pour désigner la science du gouvernement des hommes. Le terme prend toutefois son sens commun en 1947, quand Norbert Wiener l'utilise comme terme parapluie pour parler d'automatique, d'électronique, de la science mathématique de l'information et plus récemment de sciences cognitives, d'intelligence artificielle et de neurobiologie. La moitié du cyberpunk se caractérise donc par plusieurs domaines technologiques et scientifiques relativement jeunes et en plein boom dans la seconde moitié du XXe siècle. Au cyber s'ajoute le punk. Le mot peut faire référence à plusieurs choses, d'abord sa signification première, soit voyou en anglais, mais avant tout au mouvement social et contre-culturel né dans les années 70 en réaction à la culture hippie, totalement en décalage avec le climat de l'époque. On parle donc d'un mouvement radical, contestataire, et principalement alimenté par une jeunesse de classe pauvre, désabusée et en colère contre le pouvoir en place. On lit donc l'émergence et l'intérêt porté à de nouvelles technologies avec un état d'esprit profondément contestataire et anti-établissement. Quel impact ont ces technologies sur la fracture sociale ? À qui bénéficient-elles et à l'asservissement de quelle classe contribuent-elles ? Vous
comprenez, le terme cyberpunk est avant tout ancré dans un contexte particulier. Si les travaux de Philip K. Dick et Bruce Sterling posent déjà les futures bases du genre, tout comme le Blade Runner de Ridley Scott, le terme naît à proprement parler en 1984 de la bouche de l'auteur de science-fiction Gardner R. Dozois pour qualifier le style de son père William Gibson et de son monument fondateur du genre, Neuromancien. Gibson naît en 1948 en Caroline du Sud et vit une enfance difficile de par son introversion. Son père meurt alors qu'il n'a que 6 ans, il se fait élever seul par sa mère qui finira par l'envoyer en pension, et cette dernière meurt à ses 18 ans. Il quitte ensuite l'école sans diplôme pour survivre au quotidien tant bien que mal. En 68, il fuit l'engagement militaire et la guerre du Vietnam en fuyant au Canada. C'est un jeune homme désillusionné par la vie, subissant choc après choc, et depuis toujours, il tolère sa condition grâce à la lecture. Il s'accroche tout de suite à la contre-culture et s'intègre immédiatement dans le mouvement punk. Il publie plusieurs nouvelles à la fin des années 70 et début 80 dans le magazine Omni, puis publie Neuromancien à 36 ans. Nous suivons Case, un hacker s'étant fait griller le système nerveux après avoir essayé de doubler un employeur. Il se retrouve appâté dans une machination à base d'intelligence artificielle et de méga-corporations par la promesse d'une réparation de son système nerveux, et ainsi la possibilité de se reconnecter dans le cyberespace. Il évolue dans une dystopie de capitalisme sans limite, dominée par de puissantes multinationales et de sociétés parallèles où la loi du plus fort règne sur le net comme dans les allées sombres du Conurbe. Le roman commence par une phrase iconique. « Le ciel était couleur télévision, allumé sur une chaîne morte. » Il faut comprendre quelque chose d'important. Avant d'être punk dans ses univers, le cyberpunk l'est dans ses influences culturelles et les obédiences de ses auteurs principaux. Le cyberpunk est essentiellement un genre contestataire, radical et anticapitaliste. Les années 80 signifient deux choses de taille. L'explosion technologique exponentielle dans le domaine de l'informatique et la naissance du réseau, mais aussi la victoire progressive du modèle capitaliste comme système global à l'aune de la fin de la guerre froide, et tout ce que sous-entend un capitalisme libre de s'étendre sans restreinte. Glorification de l'individualisme, fossé de plus en plus profond entre classes sociales, aliénation, jeunesse désœuvrée, et bien évidemment l'hystérie d'une économie de bulle à son plus haut laissant présager un crash et tout son panel de conséquences. Il y a plus de raisons que jamais d'être punk, anticapitaliste, anti-institution, et c'est dans ce moule que le cyberpunk prend forme. Une précision importante face à certains sympathisants de l'alt-right américaine considérant Deus Ex comme un jeu red-pilled et le portant en égérie pro-Trump, alors qu'un milliardaire néoconservateur servant de pantin aux élites est l'archétype parfait de ce qu'une œuvre cyberpunk considérerait comme un antagoniste. Une précision importante face à certains anarcho-capitalistes trouvant le cyberpunk trop cool et stylé, alors qu'il est supposé représenter une société de cauchemar. Une précision importante face aux gens qui croient sérieusement que le cyberpunk n'est pas politisé et reprochent à Deus Ex Mankind Divided de prendre parti. What a shame. Gibson donne sa définition cruciale du cyberpunk. High-tech, low-life. Un univers cyberpunk est un univers où la technologie croît de manière exponentielle, mais où la société est incapable de suivre des avancements qui ne bénéficieront qu'aux heureux choisis, et contribueront à asseoir davantage la suprématie déjà puissante de la classe dominante. On peut donc considérer le cyberpunk comme un constat social, prenant soin de considérer l'intégration de technologies changeant radicalement notre mode de vie et leur impact sur notre condition. Comment contribuent-elles à nous aliéner d'autant plus? Comment peuvent-elles nous libérer? J'avais mes mécontentements. Il semblait que la science-fiction américaine mainstream du début de siècle était plutôt de fois qu'une triomphaliste et militariste, une sorte de propagande populaire pour l'exceptionnalisme américain. J'en avais assez du futur estampillé USA, le monde comme une monoculture blanche, le protagoniste étant un bon gars de la classe moyenne ou au-dessus. Je voulais qu'il y ait plus d'espace vital. Je voulais donner une place aux anti-héros. Begin again in a golden land of opportunity and adventure. Peu importe le contexte de naissance, n'importe qui étant un minimum familier avec le terme saura vous dresser un tableau mental de ce que représente esthétiquement le cyberpunk en tant que genre. Fil compact et étouffant inspiré d'architecture hongkongaise, néon bleu, affichage publicitaire à LED absolument partout, hologramme, métissage des langues et des cultures, la population de la nuit, la pluie, l'influence film noir avec protagoniste à la hardboiled. Vous l'avez bien compris, ce tableau mental porte un nom. Blade Runner. Plus que dans son propos, l'œuvre de Scott posera les bases absolues de l'esthétique cyberpunk dans l'inconscient collectif, et la démocratisera relativement aux yeux du grand public, du moins plus que des écrits de hard science fiction assez niche dans le grand ordre des choses. Quoi qu'il en soit, la constante cyberpunk est dans la réaction à la science-fiction de l'époque, jugée trop propre. Des plans millimétrés de Kubrick dans 2001 au space opéra épique de Star Wars sur fond de monomythe, on passe à la crasse, au corps, à la perversion.
Je voulais aussi que la science-fiction devienne plus naturaliste. Il y avait une pauvreté descriptive dans bon nombre d'œuvres. La technologie représentée était tellement lisse et propre qu'elle était pratiquement invisible. À quoi ressemblerait votre livre de SF favori si l'on montait la résolution ? Comme ces œuvres étaient originellement, elles étaient semblables aux jeux vidéo avant l'invention de la poussière fractale. Moi, je voulais voir la poussière dans les coins. En ce sens, il existait déjà un proto-cyberpunk, une dark SF présente avant l'apparition de Neuromancien. On pense à Metropolis de Fritz Lang, à des années-lumière d'avance sur son temps et donnant déjà son lot de poussière et de lutte des classes déjà en 1927, aux productions pré-Neuromancien citées plus tôt, mais un film m'intéresse tout particulièrement. Alien. Lui aussi de Ridley Scott, il sort 3 ans avant Blade Runner, et on y retrouve pourtant déjà une humanité dirigée par des méga-corporations, des androïdes, des intelligences artificielles, mais plus que tout, on y suit des éboueurs de l'espace. Le Nostromo pue la sueur, la vapeur et l'huile. Avant même que l'alien n'entre en jeu, le film est crade, organique et ne s'intéresse pas au sort de grands héros. Un autre aspect indissociable au cyberpunk qui fait aussi surface, le rapport au corps et à sa corruption. L'alien est certes avant tout une espèce de symbole phallique meurtrier sur pattes jouant un rôle de métaphore du viol, et finit par se faire défoncer symboliquement par une nana en petite culotte, mais il semble aussi se situer dans une frontière floue entre organique et synthétique. C'est un outil de mort biotechnologique, bien moins que d'autres créations de H.G. Giger, mais nombre d'illustrations de ce dernier présentent un amalgame de chair, de machinerie, de mort et de sexualité, Eros et Thanatos. Dans ce rapport très sensoriel entre corps et technologie, entre la chair et l'implant cybernétique, le cyberpunk a toujours été sensiblement proche de la notion de transhumanisme. Transhumanisme, un vaste mouvement de pensée s'étendant sur plusieurs sous-branches et domaines intellectuels, mais se caractérisant avant tout par l'augmentation de l'humain par la technologie. Présenté autrement, l'humain du 21e siècle se trouve devant une impasse évolutive, confronté à un environnement évoluant à une vitesse exponentielle et sensiblement plus rapide que celle de l'évolution biologique. L'Homo sapiens sapiens a changé de paradigme à la création de la civilisation et d'outils de plus en plus avancés. Sa création est désormais en train de prendre de l'avance sur lui-même, engendrant ainsi de nombreuses dissonances que l'on retrouvera justement dans le cyberpunk. Dans une échelle de fonctionnement tellement grande qu'elle en devient déshumanisante et aliénante, une prise de conscience de ses propres limitations a lieu et engendre une volonté d'augmenter ses performances toujours plus loin pour s'adapter à cette nouvelle échelle. En somme, le transhumanisme propose d'effacer cette césure en unifiant l'humain à sa création, le faisant ainsi transcender ses frontières de chair jusqu'à un plan évolutif supérieur, la post-humanité. Yes, this is the consensus we have created. Our unity will soon be absolute. The remaining boundaries are vanishing. Il existe de nombreux courants transhumanistes se concentrant sur plusieurs aspects différents de ce postulat de base, du post-genderisme censé effacer les constructions et stéréotypes binaires de genre homme-femme, à l'extropianisme en passant par l'immortalisme ou le singularitarianisme. Si le post-genderisme est encore malheureusement sous-exploité dans le cadre de la fiction, le cyberpunk aime se concentrer sur le jeune domaine médical des prothèses bioniques ou du domaine bien plus jeune encore des nanobiotechnologies. Le singularitarianisme est quant à lui un thème de choix et se rapporte de manière très grossière à la transcendance de l'espèce humaine dans un point de convergence où la technologie atteint le moment où une intelligence artificielle déclenchera un emballement de la croissance technologique telle qu'elle nous échappera et prendra la forme de supra-intelligence auto-évolutive. Dans la création de cette singularité naîtrait une forme de dieu façonné par l'homme qui nous permettrait d'atteindre un paradigme encore inconcevable. Vous vous doutez cependant que le cyberpunk choisit bien souvent de représenter la perversion de ces technologies dans les mains de certains individus pour en asservir d'autres, ici jusqu'à l'échelle de leur propre corps. Plus de contrôle dans leurs membres synthétiques, piratage de cerveau, puissantes intelligences artificielles utilisées pour assouvir un contrôle global des flots de données, les plus aisés peuvent se targuer d'implants neuronaux les rendant plus intelligents, de magnifiques membres les rendant plus forts et endurants, voire même de nanotechnologies leur évitant d'afficher un membre mécanique. Les pauvres sont condamnés à rester des êtres de viande, ou pire encore, se vendre en esclavage pour se faire implanter des membres façonnés pour le travail industriel ou la guerre. La transcendance devient sélective, la machine s'humanise et l'humain devient une machine très performante. Quiet. Please, make it stop.
Les rois incontestables du cyberpunk transhumaniste sont les japonais, et plus précisément certains créateurs des années 80-90. Dans les années 80, le Japon est en plein dans l'hystérie de son économie de bulle, une période de surproduction dans l'industrie du divertissement où le pays est parvenu à créer une niche incroyable pour permettre aux créateurs et créatrices d'exprimer pleinement leur créativité. L'industrie de l'animation. Grâce à d'importants créateurs comme Osamu Tezuka ou Go Nagai, la Japanimation échappe au stigma répandu dans nombre de cultures que l'animation est réservée aux enfants. Plus encore, les années 80 annoncent l'arrivée fracassante de la cassette vidéo, qui rendra la consommation de culture directement au sein des foyers japonais bien plus importante qu'auparavant. Tout un commerce se fait sur les OVA, des séries d'animation direct ou VHS n'ayant plus à répondre aux règles de bienséance des programmes télévisés. We must do this again. Grâce à cela, toute une sous-culture alternative ultra-violente pourra se créer et donner naissance à des projets adultes et ambitieux qui n'auraient jamais pu voir le jour autrement. À la frontière entre série B, films de genre, science-fiction et cyberpunk, le cheminement logique supplie d'être fait. L'émergence et la popularité du genre du mecha et plus particulièrement du sous-genre Real Robot, bien plus terre-à-terre et mature, ainsi que de séries de space opéra cultes comme Uchusenkan Yamato, sans être cyberpunk, paveront la route pour l'arrivée de ce dernier. Dès les tout premiers OVA, Dalos et Megazone 2-3, sortis respectivement en 1983 et 1985, aux productions ultra gore de Yoshiaki Kawajiri comme Cyber City Oedo 808 ou Goku Midnight High, l'influence du cyberpunk s'immisce déjà largement. Des productions souvent assez nanardesques, comme c'est le cas pour Genocyber, parfois carrément repompées de Blade Runner comme Armitage 3, mais le genre s'intègre très rapidement au sein de la contre-culture animée japonaise. En parallèle, le manga suit un cheminement similaire à l'animation. Le magazine Garo voit le jour dans le climat de lutte des classes et de nouvelles vagues artistiques des années 60 et donne naissance à de nombreuses œuvres adultes, contestataires et violentes. De nombreux futurs créateurs seront énormément influencés par son héritage, qui se ressentira même 2 décennies plus tard. Déjà depuis l'époque de Tezuka, la consanguinité entre les deux domaines est forte et un groupe de quelques créateurs cross-média formeront ce que l'on peut réellement considérer comme les figures de proue du cyberpunk japonais. Katsuhiro Otomo. Son manga culte Akira commencera sa production en 82, mais son adaptation en film animé sorti en 88 est tout autant si ce n'est plus importante. Dans ce projet ultra ambitieux proposant l'un des travaux d'animation les plus travaillés encore à ce jour, il est question de transcendance, de dieu et de surhomme conçus en laboratoire par l'humanité, mais aussi et surtout du rapport au corps. Tetsuo ressent son éveil certes comme un pouvoir, mais aussi comme une maladie, quelque chose pénétrant et s'attaquant à son corps, jusqu'à ce qu'il fusionne avec de la machinerie et devienne une amine biomécanique hors de contrôle. Il est contrôlé par ses pulsions, ses passions, son corps, sa voracité, jusqu'à ce que cette dernière prenne le contrôle. C'est un classique absolu du genre, avec des sociétés secrètes manigançant des projets scientifiques tout sauf éthiques, des sectes apocalyptiques, des émeutes contre le gouvernement, des gangs de motards du futur et une bonne dose de drogue et de néon. Le nombre d'images fondatrices de ce film est absolument incroyable. On peut aussi considérer la participation d'Otomo, Triptyque Neo Tokyo ou bien encore Rojin Z comme des œuvres se rapprochant du genre, mais il ne créera pas d'œuvre aussi iconique qu'Akira. Mamoru Oshii, d'ailleurs réalisateur de l'OVA pionnier Dalos, se fera la main dans les années 80 chez Studio Pierrot en travaillant comme réalisateur sur la série et les films Urusei Yatsura, puis avec son premier long métrage original, Tenshi no Tamago, une expérience symbolico-contemplative hallucinée et déprimante que lui-même qualifiera de prétentieux avec le recul. S'ensuit la licence Pat Labor, dans un premier temps avec les OVA et la série télévisée, puis tout particulièrement avec les 2 films d'animation, encore plus particulièrement le second. Anticipation visionnaire de la guerre contemporaine et plus particulièrement du terrorisme. Monde post-guerre froide. Revendication militariste et anti-article 9 du Japon. Un film ayant concrètement anticipé le 11 septembre et ses conséquences presque 10 ans avant ce dernier, en tissant une vision profonde du complexe militaro-industriel, du lien entre technologie et guerre dans un monde dominé par des méga-corporations construisant des villes entières en exploitant les pilotes de Labor, les méca industriels de l'univers. Si l'on ne s'en tient qu'à l'esthétique et à l'image qu'on se fait habituellement du cyberpunk, Pat Labor ne l'est pas. Mais il est possible de considérer la licence comme faisant partie du genre si l'on s'en tient à son univers, ses thématiques et surtout ses personnages parfaitement imparfaits en décalage avec la société qu'ils sont censés défendre. Toujours est-il que ce film est d'une importance cruciale, d'une part parce qu'il est primordial pour comprendre Oshii en tant qu'auteur, mais surtout parce que c'est grâce à ce film qu'on lui confiera la responsabilité de Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, manga de Masamune Shirow. Mangaka lui aussi iconique dans la sphère du cyberpunk japonais quand il n'est pas occupé à dessiner du porno lesbien. L'adaptation en film animé par Mamoru Oshii reste encore à ce jour l'un des plus grands monuments du cyberpunk. Film tout aussi ambitieux que son confrère Akira, il mobilisera de grands noms tels que le compositeur Kenji Kawai ou l'animateur et character designer de génie Hiroyuki Okiura, qui contribuera grandement à l'esthétique du film grâce à son style d'animation ultra réaliste, entrant parfois volontairement dans la vallée du dérangeant. Un générique d'introduction cultissime représentant la création du corps biomécanique de Motoko, l'héroïne de la licence, qui inspirera l'esthétique de Matrix quelques années plus tard. Un film contemplatif sur la dysphorie entre l'esprit, l'âme et l'enveloppe corporelle, dans laquelle une flic cyborg recherchant une âme dans son corps surpuissant se retrouve liée à une intelligence artificielle recherchant une enveloppe à son âme pour pouvoir se reproduire. La notion de symbiose et de coévolution entre l'humain et la machine est évidente, et la sensation de froideur si propre à Oshii crée un état de crise existentielle constante. Akira, Ghost in the Shell et d'autres œuvres telles que le film Tetsuo de Shinya Tsukamoto, sorti en 89, ou bien encore le manga Ganmu de Yukito Kishiro, réalisé en 90, sont toutes particulièrement représentatives d'un aspect selon moi évident et pourtant bien trop ignoré du cyberpunk, sa sensualité, son rapport à la chair et donc à la mort, au sexe et à l'amalgamation de cette dernière avec la technologie, un état transitoire entre le spirituel et le corporel. J'ai décidé de m'attarder sur le cyberpunk japonais car je le considère maître du cyberpunk corporel, non étranger au concept de body horror qui est selon moi tristement sous-exploité dans le cyberpunk, même si l'on pourrait citer David Cronenberg, grand maître du body horror qui se rapprochera particulièrement du cyberpunk avec Videodrome et Existence. Dans le cas du Japon, l'association n'a finalement rien d'étonnant de la part d'un pays ayant exposé son corps à l'arme atomique, à la destruction de la chair dans sa forme la plus extrême. Rien d'étonnant de la part d'un pays ayant hérité de la honte de nombre d'exactions et tortures au sein d'unités expérimentales durant le siècle précédent. Toutefois, cette affirmation est valide à un certain degré jusqu'aux racines même du cyberpunk, de la littérature de Gibson, surchargée de sexe et de dissonances viandards contre câblés, ou Blade Runner et les scènes iconiques de Tyrell se faisant arracher le crâne en deux par Roy, ou ce dernier s'enfonçant un clou dans la main en gros plan pour que la douleur le maintienne en vie. Ces deux films, comme nombre de classiques avant eux, furent d'énormes succès critiques et réussirent à achever un statut de film culte à la fois chez les fans d'animation et les amateurs de science-fiction, mais furent au même titre de relatifs échecs commerciaux face aux efforts d'animation monstrueux et aux budgets anormaux dont ils eurent la chance de bénéficier. Ce facteur, combiné à l'explosion de la bulle financière japonaise de 90, de la récession et de l'explosion de la bulle du dot-com en 2001, contribuèrent à couler définitivement les productions cyberpunk à gros budget. Les studios, frileux dans leur financement et essayant tant bien que mal de survivre, ne pouvaient plus financer ce type de projet. On pourrait considérer Hideaki Anno et Evangelion comme un contre-exemple puisque la série et ses films furent l'un des plus grands succès commerciaux tous médiums confondus de l'archipel qui retentira à l'international et marquera à jamais son influence sur la Japanimation, mais bien que ses thématiques, son esthétique et son univers puissent être qualifiés en un sens de cyberpunk, on considérera que la licence eut une incidence moindre sur l'histoire du cyberpunk, dans la mesure où elle a fonctionné pour des facteurs indépendants au genre et intimement liés à l'histoire du mecha, genre alors très populaire au Japon. Le cyberpunk japonais mourra dans un dernier baroud d'honneur avec les productions du trio de créateurs Yoshitoshi Abe, Ryotaro Nakamura et Yasuyuki Ueda à la fin du siècle et au tout début du suivant. Serial Experiments Lane en 1988, une œuvre qui se distanciera déjà doucement du cyberpunk classique. Un questionnement sur l'internet naissant, les relations dans le réseau, les frontières de plus en plus floues entre chaque individu et entre virtuel et réel, matérialisation progressive d'une conscience globale humaine, la noosphère en tant que divinité endormie, un rêve influençant la fabrique de l'existence. Technolize en 2003, récit écrasant et nietzschéen entre le pathétique et le divin où l'humanité passionnée et destructrice de la ville souterraine de luxe se mêle à des membres mécaniques pour survivre. Face à elle, la mort du monde en surface. Libérés de leur humanité, les gens ne sont devenus rien de plus que des fantômes, les échos d'une civilisation morte dont seule la mémoire persiste.
Un troisième projet, Despera, ne verra jamais le jour face à la mort de Nakamura, censé le réaliser. Ces productions auront toutes les deux été des échecs commerciaux et marqueront le début d'une triste période pour le cyberpunk, que ce soit au Japon ou à l'étranger. Une longue traversée du désert s'annonce, renforcée au Japon par la transition difficile entre animation traditionnelle au celluloïd et animation digitale. Les œuvres cyberpunk se font rares, et se limitent principalement à des extensions de licences préexistantes, comme l'excellente série Ghost in the Shell Standalone Complex, le film Ghost in the Shell Innocence de Mamoru Oshii, ou la compilation de courts-métrages The Animatrix. Des tentatives telles que Ergo Proxy, Psycho Pass ou Murdoch Scramble auront le mérite de vouloir repousser le genre sur le devant de la scène à nouveau, mais se résumeront à de pâles imitations de concepts déjà largement explorés sans aucune audace dans le traitement, quasiment caricatural. On notera aussi des films d'animation 3D comme Vexil 2077 ou Wonderful Days, largement ignorés et tombés dans les tréfonds de l'oubli. Le reste du paysage cinématographique ne sera pas épargné. Un remake de Total Recall totalement dépourvu du génie satirique de Verhoeven et ressemblant bien plus à un clone de Blade Runner, les suites plutôt détestées de Matrix, iRobot, largement considéré comme une insulte à son support d'origine et l'un des films les plus oubliables de Will Smith, Babylon AD, la débâcle internationale de Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel. Qualitativement, mais surtout quantitativement, le genre s'écroulera totalement après Matrix en 1999. Et même si certaines perles comme Avalon, un film en prise de vue réelle par Mamoru Oshii sorti en 2001, Immortel en 2004 ou encore A Scanner Darkly en 2006 verront le jour, la grande majorité de l'écrasante minorité de films produits sera oubliable. En réalité, ce triste sort ne sera pas réservé qu'au cyberpunk, puisque la grande majorité des sous-cultures subiront le même sort. Punk is dead, le mecha japonais semble tout aussi dead et se résume désormais à des clones d'Evangelion parsemés d'occasionnelles séries Gundam plutôt médiocres, le rap contestataire des années 90 se fait remplacer par le gangsta rap ultra-capitaliste, la musique électronique à base de synthé se fait remplacer par la musique de club, les clubs supplantent la culture rave qui mourra abruptement. Les exemples sont légion et partagent tous le même patient zéro. Les gens sont défaits, lassés, désinvestis, et les plateformes mainstream ne veulent plus investir dans des projets audacieux, préférant s'en tenir à une recette bien rodée qui pue la positive attitude artificielle et les promesses de richesse méritocratique, histoire de bien galvaniser les foules dans un moment difficile. Dans un climat pareil, plus de place pour les remises en question, pour l'art sombre. La place est au divertissement. La contre-culture deviendra une résistance à comité réduit, de plus en plus sectaire et élitiste. Un art naissant reste toutefois à surveiller de près, le jeu vidéo. Il se démocratise à peu près à la même période que le cyberpunk et les liens entre ces deux évolutions sont nombreux. Du jeu vidéo à la réalité virtuelle, de la réalité virtuelle à la frontière entre réalité et simulation, un thème typiquement cyberpunk, il n'y a qu'un pas que nombre d'œuvres ont déjà plus ou moins explicitement franchi. Matrix, même s'il n'est pas exactement question de jeux vidéo mais s'inspirant énormément de cette culture, The Lawnmower Man, certains épisodes de Serial Experiments Lane, bien évidemment Tron, et surtout Avalon pour son jeu en simulation ultra avancée. Le jeu vidéo en tant que simulation virtuelle et ses questionnements de libre arbitre ou de désensibilisation est un thème déjà présent dans le cyberpunk. Mais alors que les jeux vidéo évoluent techniquement à une vitesse incroyable, et pour reprendre les mots de Gibson, ils apporteront à leur tour un peu de poussière fractale avec l'apparition du jeu vidéo cyberpunk. On pensera à System Shock, Shadowrun, Shin Megami Tensei, bien évidemment Hideo Kojima avec Snatchers et Police Note, puis la licence Metal Gear Solid dont le second opus est absolument visionnaire quant à l'âge de l'information, mais une licence aura bien plus importante que toutes les autres à mes yeux. Deus Ex.
En 2000 sort Deus Ex, un jeu à la fois assez typique du cyberpunk dystopique avec son lot de sociétés secrètes totalitaires déployant la peste sur les pauvres pour les tuer, et de dealers cyborgs arpentant des zones oubliées de la ville, mais où une chose cruciale commence cependant à s'installer. Le joueur incarne un surhomme au sens propre du terme, un post-humain créé en laboratoire, un être conçu spécifiquement pour être le chaînon liant l'humanité à son étape évolutive supérieure. Loin de l'image de l'anti-héros cyberpunk classique, figure romantique de marginal subissant largement l'histoire plutôt que de la diriger, J.C. Dunton est non seulement un être élu autour duquel la majorité de l'histoire orbite, mais une mécanique de gameplay a elle aussi une énorme importance dans la diégèse de l'œuvre, la notion de choix. Le choix de dialogue, le choix du style de jeu, mais aussi le choix de la direction que prendront les événements de l'histoire et finalement du monde entier. Sa suite, Deus Ex Invisible War, abandonnera totalement la dystopie cyberpunk grise pour rentrer dans un nouveau genre, le futurisme bleu et assez optimiste du post-cyberpunk. Le cadavre du cyberpunk deviendra l'engrais de sa nouvelle itération, le post-cyberpunk. Time to die. Si le terme a déjà été évoqué au début des années 90 pour qualifier le travail de l'écrivain Neil Stephenson sur son roman Snow Crash, espèce d'auto-parodie du cyberpunk, le terme prendra réellement son sens en 1998, avec les notes vers un manifeste post-cyberpunk de Lawrence Person, qui quant à lui verra la naissance du post-cyberpunk dans le roman Islands in the Net de Bruce Sterling en 1988. On le voit à travers le cas Deus Ex, le post-cyberpunk se caractérise avant tout par une prise de distance de la terreur dystopique pour se recentrer sur un monde plus optimiste, ou supposément plus nuancé, un monde plus proche de la réalité. Là où le cyberpunk classique pourrait être considéré comme prolétaire ou du moins marginal, le post-cyberpunk se réapproprie en un sens la science-fiction plus classique, puisqu'il sera de classe moyenne, présentant des protagonistes intégrés et contribuant à la société. Bien loin des hackers accros, drogues de synthèse, tout de noir vêtus arpentant des villes entités tentaculaires, on passe au Adam Jensen, certes toujours de noir vêtu et désabusé, mais drôle, empathique, disposant d'un fort sens de la justice et une volonté de combattre pour un monde meilleur. Des gens capables d'aimer, de pardonner, de sacrifier. In a society with democratic institutions, the struggle for power can be peaceful and constructive, a competition of ideologies. We just need to put our institutions back in order. Une évolution se caractérisant aussi par une technologie plus en phase avec son temps et la représentant certes avec ses possibles travers, mais aussi comme une partie intégrante et indissociable de son univers. Autrement dit, un membre qui peut être malade, gangréné, mais restant une fonction vitale du corps malgré tout. Un membre qui devrait être soigné par les héros que nous suivrons. Le projecteur est aussi bien plus orienté vers les nanobiotechnologies et sur les problèmes de communication et d'information modernes que sur les cyborgs de chair et de métal, les androïdes et autres hologrammes à outrance. Là où l'on peut considérer que le cyberpunk exacerbe, fait office d'avertissement, d'allégorie, le post-cyberpunk décide de se concentrer sur le court terme, et plus futurologue, plus optimiste, et bien plus représentatif du quotidien d'une personne occidentale lambda du 21e siècle, qui vivra certes son lot de difficultés et d'aliénation, mais qui ne vit pas littéralement dans un enfer anarcho-capitaliste où elle doit prier Zuckerberg chaque matin devant son miroir connecté pour avoir le droit de manger sa pâtée nutritive, et qui se fera envoyer une compagnie de sécurité privée à sa porte parce qu'elle est en retard sur le paiement de son foie artificiel, et qu'elle finit par en avoir tellement marre qu'elle achète une bombe nucléaire récréative sur le deep web de la matrice pour se faire sauter. Dit d'une autre manière, le post-cyberpunk se veut une anticipation crédible de ce que pourrait être le monde dans 10 ou 15 ans, pas une exacerbation de cet art, ou à contrario, cet art ne seront qu'une façon au personnage principal de briller en les franchissant, comme dans Matrix ou le premier Deus Ex où la dystopie est combattue par une figure d'élu. Does that mean I don't get the job? Dans le roman Idol de William Gibson, il est question d'une collégienne fan d'un groupe de musique, se retrouvant malgré elle emmêlée dans des histoires de mariage entre un membre du dit groupe et une intelligence artificielle prenant le rôle d'une idole japonaise, d'assembleurs nanotechnologiques volés à la mafia et d'agences de tabloïds manipulant les points nodaux d'information pour créer des scandales sur les idoles du monde du divertissement. La vie extraordinaire de personnes ordinaires, dans un monde autrement similaire au nôtre, si l'on exclut les intelligences artificielles et les assembleurs nanotech, mais malgré tout incroyablement visionnaire sur sa vision du monde du divertissement et de l'information, et plus particulièrement de la lente fusion entre les deux.
Et sur Hatsune Miku aussi. Si le postulat de base du post-cyberpunk est compréhensible et même en un sens respectable dans sa volonté d'éviter au cyberpunk de devenir définitivement une parodie de lui-même, sa distanciation volontaire ou non du questionnement de classe faisant le sel du cyberpunk classique pour se concentrer sur des problématiques finalement moins clivantes, en fera ultimement un produit de consommation. Un produit dirigé vers la classe sociale largement représentée en son sein, la classe sociale qui achète bien plus que le marginal. Comprenez-moi, l'accessibilité n'est absolument pas une tare dans son principe, mais un changement finit inévitablement par s'opérer là où elle a lieu, et ce changement pousse bien souvent vers le chemin de l'uniformisation du contenu. Rajoutons à cela Lawrence Person lui-même qui décide de renier explicitement l'analyse de classe dans son manifeste en nous catapultant un merveilleux « ça n'a plus de sens actuellement aux États-Unis avec la mobilité économique » qui laisse clairement matière à faire preuve de cynisme envers le mouvement. Le racisme et le sexisme ont sûrement arrêté d'exister après l'arrivée du droit de vote selon notre cher Monsieur Person, qui a finalement peut-être plus de points communs avec le créateur de Minecraft que l'on ne le croit. L'une des tares apparentes du post-cyberpunk est sa condescendance évidente envers son prédécesseur, s'octroyant lui-même la stature d'évolution plus mature et posée, moins fantasque et romantique, plus ancrée dans le réel, comme si tout ceci était un gage indiscutable de supériorité artistique. Une suffisance digne d'un type anarchiste à 20 ans qui finit par trouver un boulot stable, une famille et une propriété d'ici ses 45 ans, et retourne instantanément sa veste pour devenir un vieux con et conservateur paternaliste de base ayant mis sa supposée naïveté de côté. Le post-cyberpunk, né dans un contexte de fin de guerre froide et de nouvel ordre mondial à la solde de l'impérialisme américain que les premiers auteurs de cyberpunk méprisaient tant, représente la suprématie absolue du néolibéralisme en toute chose, y compris au sein même de la culture. Un monde étrangement... cyberpunk. Bien évidemment, rien n'est toujours tout blanc ou tout noir, ou même de plein de nuances des deux. On est dans un monde en couleurs, et là où le cyberpunk devrait essuyer la même humiliation qu'absolument tout le reste de la culture populaire, ce dernier aura aussi l'occasion de survivre à l'épreuve du temps, et de donner par la même occasion naissance à certaines œuvres excellentes, comme Lane, Deus Ex ou Ghost in the Shell Standalone Complexité plus tôt, mais aussi les nouveaux écrits de Bruce Sterling, Neil Stephenson et l'indécrottable Gibson. Simplement, cette survie se fera au prix de la gentrification du genre. Gentrification, embourgeoisement. Un terme qualifiant les différentes étapes de l'augmentation de l'attractivité d'une zone urbaine et de l'éventuel remplacement de leur population pauvre par une population riche. Le seul grand remplacement a véritablement existé. La première étape de la gentrification, que l'on pourrait associer aux premiers auteurs cyberpunk et à la naissance du terme, est l'installation d'étudiants et de milieux artistiques de classe moyenne supérieure. Des quartiers laissés pour compte reprennent lentement vie grâce à une population vivante. Des animations prennent racine, des bars, des restaurants, des clubs. Le quartier devenant attractif, plus de personnes décident d'y vivre et la demande augmentant, les prix augmentent à leur tour. La population d'origine peine progressivement à assumer le coût de la vie et finit peu à peu par être évincée. Avec le temps, même le souffle de vie initial finit par s'essouffler et par se faire remplacer. Les artistes, les jeunes, les bobos, tout cela finit dans le grand ordre des choses à préparer le terrain pour une population riche, vieille et résidentielle. C'est le stade final, que l'on pourrait apparenter à l'appropriation du post-cyberpunk par la culture mainstream, comme un cyberpunk pour toutes et tous de 7 à 77 ans. Yo! He really did it! He did it! Pour reprendre l'exemple de la culture hip-hop, on part clairement d'une sous-culture d'origine afro-américaine, s'étant construite en réaction au reste d'une culture américaine l'excluant largement de la place publique. Enclavées dans des ghettos et laissées à elles-mêmes, ces populations créeront leurs propres identités. Pourtant, comme le jazz avant lui, le hip-hop deviendra populaire et finira invariablement par se faire approprier culturellement dans un premier temps du côté des consommatrices et consommateurs blancs qui se sentiront cool et rebelles de vivre par procuration une réalité sociale qu'ils n'ont jamais eu à vivre, puis approprier même à l'échelle des créateurs avec ce que l'on qualifie parfois de rap de blanc. Il n'est pas tant question du fait que le rappeur ou son public soit blanc, mais bien qu'il s'agisse d'un rap gentrifié, aseptisé, un rap déconnecté de ses racines porté par de petits péteux de bonne famille sortis d'écoles de commerce qui se feront congratuler par les Inrock et autres sites, tandis que le rap de cité sera qualifié de communautariste, misogyne et violent. En une analogie, la logique est la même que la question des dreadlocks. Chez une personne blanche, ce sera potentiellement considéré comme une coiffure osée, exotique, voire même chic et mode. Chez une personne noire, ce sera une coupe considérée comme ghetto et sujette à préjudice.
Brosser les gens dans le sens du poil en leur disant que s'ils consomment des produits associés à un nom de mouvement, ils se formeront une identité propre, appartiendront à un clan de fans. C'est la naissance, ou plus exactement l'exacerbation à l'extrême d'une culture orientée sur le culte et la communauté de fans. Se définir par ses fréquentations et ce que l'on achète, par les produits dérivés que l'on consomme, laisser primer le posing culturel sous n'importe quelle forme à l'esthétique et le propos d'un genre. Le potentiel sectaire du genre et son application mercantile sera très rapidement décelé et appliqué, dans tous les sens possibles et imaginables. Une bonne quantité de personnes finissent nostalgiques du bon vieux temps, quand les choses étaient vraies et que rien n'était encore arrivé. Ça aussi sera décelé et appliqué bien assez tôt. Pour beaucoup de monde, la relative uniformisation de la culture se solde par une envie d'un retour aux sources, une pulsion nostalgique nourrie par le dégoût de ce que ce genre est devenu et du fait que le monde n'a absolument pas changé, pire, a empiré, n'a absolument pas écouté les leçons que le cyberpunk de l'époque avait à lui transmettre. Parce que l'esthétique était moins propre, moins lisse, plus organique, plus vraie avec des artefacts de VHS dégueulasses. On veut refaire exactement ce qu'il se faisait avant, parce que c'était mieux avant, parce que c'était pur, exemple de la perversion du capitalisme ou peu importe quel homme de paille que vous croyez responsable des maux de notre siècle. Et vas-y que la synthwave resurface, et vas-y que des jeux comme Hotline Miami, des séries comme Stranger Things voient le jour, et vas-y que tout le monde décide que mettre des effets de glitch vidéo et de bande VHS sur ses vidéos c'est le truc classe à faire. Compréhensible, certes, le dégoût peut être en partie justifié, quoique des perles ont continué d'exister en marge en tout temps et ce, peu importe l'état de la culture. Toutefois, cette réaction n'est finalement rien de plus qu'une autre réaction malsaine et clanique du genre, glorifiant le gatekeeping, la non-acceptation de la nature vivante et évolutive de la culture, et une tentative vaine et enfantine de nécromancie sur quelque chose qui ne reviendra probablement pas, qui n'a absolument aucune raison de régner à nouveau dans un monde bien différent d'il y a presque 40 ans. Cette nostalgie pourrait presque être charmante dans certains cas de la part du public, et certains de ces genres bénéficient réellement des techniques de production modernes, comme dans le domaine de la musique où cette vague aura pu donner malgré tout naissance à d'incroyables artistes comme Perturbator ou Carpenter Brut. Certes, il y a réellement une sorte de néo-renaissance en train de s'opérer et bonifier des concepts antérieurs et ce qui fait l'essence de ce qu'est la civilisation. Certes, il y a un charme évident dans le retour de l'analogue, mais il faut toutefois comprendre qu'il n'est en grande partie pas question de cela. Il est question de pomper des suites et remakes ad nauseam de franchises des années 80, de faire le même album de synthwave à la con bon à finir dans un mix YouTube ou à coller un gif en basse résolution sur 4chan en boucle. Il n'est pas question de développer sur le contexte ou de lui donner une nouvelle jeunesse, il est simplement question de vomir la même chose qu'habituellement mais avec une esthétique rétro accolée par-dessus, de flatter l'ego des gens en appelant à la référence, de capitaliser sur le sentiment très personnel de nostalgie pour que les gens se sentent uniques. En montant une opposition artificielle entre un supposé mainstream populaire et stupide face à une niche pour les vrais, les élus, les gens qui ont compris, la finalité reste la même, les bénéficiaires de ce petit jeu inchangé. Titiller l'ego des gens en les faisant se sentir uniques et supérieurs pour qu'ils consomment, que ce soit le produit de nostalgie ou la soupe infâme. Et bien souvent les deux en même temps, comme on le verra avec le remake hollywoodien de Ghost in the Shell sorti en 2017, bouillie numérique désincarnée caricaturant l'essence du film sorti 22 ans plus tôt, ou encore avec Ready Player One d'Ernest Cline, orgie de références culturelles ayant pour but de congratuler qui saura bien les reconnaître avant de construire un quelconque propos. Les gens ne sont pas aussi stupides qu'on aimerait leur laisser croire. Avec l'essor explosif d'une myriade de nouvelles sous-cultures et sous-sous-cultures supportées par l'ultra-connexion d'internet et des réseaux sociaux, une déconstruction constante des modèles se met en place. Une génération déçue de toutes les promesses de gloire lui ont été faites depuis sa naissance, mais n'ayant jamais été tenues. Certains se tournent vers le passé, vers des modes de pensée réactionnaires, vers la haine, créent des boucs émissaires pour supporter leur ego meurtri. D'autres se tournent à force égale vers le futur en réaction à la première catégorie. Au même titre qu'il y a eu un post-cyberpunk en évolution logique du cyberpunk, je propose l'évolution d'un néo-cyberpunk. Retour aux sources spirituelles du cyberpunk, capable de reconnaître son époque et les problématiques dont elle fait face, notamment sur le mythe méritocratique de l'individu unique. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Do they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Why don't you say that 3 times? Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. We're done. Blade Runner 2049 est une anomalie.
une suite au film cyberpunk le plus culte, précédé par la destruction de la franchise Alien par Ridley Scott avec Prometheus et Alien Covenant. Pourtant, le film est réalisé par Denis Villeneuve, un excellent réalisateur, et il lui sera donné absolument carte blanche pour faire ce qu'il veut avec une suite de l'un de ses films préférés. Même avec ce postulat, il aurait été imaginable que Villeneuve, écrasé par son admiration et le poids de construire sur une licence aussi mythique, ait peur de prendre des risques et se contente de refaire exactement la même chose. Pourtant, 2049 représente exactement ce que je considère comme le néo-cyberpunk. Bien plus brutal à sa manière, une réaction à l'art post-moderne et une réaction à un capitalisme individualiste toujours plus exacerbé, il est la réponse aux promesses d'accomplissement, de développement personnel, d'épanouissement faites à notre génération. Le néo-cyberpunk est la réalisation qu'on t'a menti, que tu n'es personne, que tes rêves sont juste une carotte pour te réduire en esclavage que tu ne croqueras jamais, que tout le monde se sent seul et manque cruellement d'affection parce qu'on nous a isolés et poussés à nous détester nous-mêmes autant que les autres, qu'on nous a divisés pour mieux nous contrôler. Dites aux gens qu'ils peuvent et doivent s'accomplir seuls et vous les empêchez de créer quelque chose hors de votre contrôle. Le néo-cyberpunk, c'est la réalisation que nous ne sommes ni le héros de l'histoire que nous croyons être depuis la naissance, ni un anti-héros désabusé en marge des masses. La réalisation d'être une merde opprimée parmi tant d'autres à attendre vainement son heure de gloire. Le cyberpunk classique, celui de Blade Runner, était romantique. Une société dystopique certes, mais une histoire laissant transparaître une certaine beauté dans la souffrance. Le cyberpunk des années 20 du 21e siècle sera aussi froid, brutal et sans illusion dans sa destruction d'un mythe toxique qu'il libérera en confrontant de plein fouet à nos insécurités et nos comportements nocifs façonnés pour les ignorer. Il démontrera que notre salut se trouve dans l'union et non dans le tribalisme. Dans 2049, Khan est personne. C'est un chiffre. Un average Joe s'étant laissé croire pendant toute la durée du film qu'il était un être élu, hors du commun, supporté par un amour sincère. Tout ça pour réaliser qu'on ne lui a dit que ce que l'on voulait qu'il croie et qu'il n'a écouté que ce qu'il voulait bien entendre. C'est seulement à ce moment, libéré de toute illusion, qu'il arrête d'encaisser pour attaquer. Dans Deus Ex Mankind Divided, Jensen est une subversion du surhomme génétiquement façonné de la famille Denton, puisque malgré le fait qu'il est leur prédécesseur, il n'est finalement qu'un pion essayant de se convaincre du contraire et luttant vainement. L'ironie dramatique se crée sur le fait qu'on en a parfaitement conscience, de par le fait que le jeu est un prologue aux événements inévitables du premier Deus Ex et que lui non. Il est aussi largement sous-entendu à la fin de Mankind Divided qu'il est lui-même un agent dormant de ceux qu'il combat sans même en avoir conscience. Le néo-cyberpunk ne tombera toutefois pas dans le piège du cyberpunk classique d'être sombre au point du ridicule. L'héritage du post-cyberpunk donnera malgré tout naissance à quelque chose de cool. De nombreuses tranches de vie réconfortantes auront lieu dans un univers cyberpunk. Eve Nojikan, Denocoil ou Valhalla nous laissent apprécier les moments de paix dans le chaos, accepter et soigner nos blessures. C'est l'autre réaction logique et nécessaire face à ce que l'on vit, le réconfort, la compréhension de notre condition dont on a cruellement besoin, une véritable attache émotionnelle. Dans un monde aussi anxiogène et individualiste, faire preuve d'empathie est finalement une subversion et un engagement idéologique. Megalobox est aussi un bon exemple. Le postulat de base est bêtement logique et pourtant incroyable. Une adaptation du manga de boxe culte Ashita no Joe dans un contexte cyberpunk. Joe était déjà une œuvre engagée, et le parallèle entre Japon d'après-guerre et univers cyberpunk est finalement parfaitement logique. Joe se réincarne en Junk Dog, un boxeur mécanique gâchant son talent dans des matchs fixés se déroulant dans des arènes contrôlées par la mafia, dans le bidonville entourant la mégalopole contrôlée par les corporations et subtilement appelée Megalonia. Il lutte pour transcender sa condition et boxer jusqu'au sommet de Megalonia, mais il ne lutte jamais seul et devient finalement un symbole. Le boxeur inconnu montant torse nu sur le ring contre de riches héritiers vêtus d'exosquelettes de combat de dernier cri. Il se moque bien de la gloire, il méprise leur monde, il veut juste vivre la vie qu'il a décidé de vivre puis retourner parmi les siens. L'anime se déroule dans un monde pourri jusqu'à la moelle, représenté en tant que tel, et le restant jusqu'à la toute fin, mais arrive à laisser transparaître une lueur d'espoir, une étincelle galvanisante. Malgré toute la merde qu'on se prend dans la gueule au quotidien, on peut transcender. C'est douloureux, difficile, impossible à accomplir seul, d'autres n'ont pas eu à lutter du tout pour y arriver, mais ça vaut la peine. Le monde de Megalobox n'est absolument pas représenté comme méritocratique, mais laisse transparaître l'importance de lutter, même dans un monde injuste, surtout dans un monde injuste. À la question du sens du terme cyberpunk aujourd'hui, je répondrai que son relatif échec et l'échec du post-cyberpunk prennent leur sens dans la naissance d'une nouvelle itération sur leur cadavre. Une itération qui n'aurait jamais pu naître sans le contexte la précédent, et une itération dans laquelle placer l'espoir qu'elle sera capable d'accomplir ce que ses ancêtres auront été incapables de faire. Le terme cyberpunk n'est pas encore à jeter aux oubliettes.
C'est sa charge, son échec qui lui donne son importance et sa légitimité, parce qu'il a tenté quelque chose. Bienvenue dans l'ère du néo-cyberpunk.